Bonjour à tous, et bienvenue dans ce webinaire qui est le troisième d'une série donc de 3 webinaires consacrés au contenu qui génère des performances business. Et donc aujourd'hui, on va aborder, la dernière étape qui est donc l'étape de comment produire, les contenus parfaits. Donc qu'est-ce qu'un contenu parfait? Bah, c'est typiquement justement un contenu qui génère des performances business, et donc qui voilà, qui génère, qui n'est pas juste un contenu pour faire joli, mais un contenu qui génère des visites et des conversions. Alors pour ceux qui n'ont pas assisté au précédent, webinar et qui ne connaissent pas très bien, rapide présentation de Senec. Donc Senec, on est une agence de production de contenu web et SEO. On mise sur l'intelligence humaine pour garantir la qualité des contenus et on a développé une plateforme par-dessus pour, être plus efficace dans la gestion des projets et aussi, aller chercher des gains, de temps, sur toutes les étapes de la chaîne de production, qui vont du passage de brief, jusqu'à la livraison et la publication. Le but, c'est de faire gagner à nos clients sur à peu près tous les tableaux grâce à des équipes formées, donc que ce soit sur, la qualité rédactionnelle, l'optimisation SEO, les délais, l'expérience de pilotage des projets, et un tarif compétitif. Donc on a vraiment cet ADN de contenus, qui vont, apporter des performances, le plus souvent en SEO, mais également, sur, l'aspect communication puisque, tous les contenus n'ont pas, heu, forcément une vocation à performer en SEO. Il y a certains contenus qui ont une vocation, à performer en communication et en génération de leads, plus en inbound. Hem On traite chez Senec un certain nombre de formats de contenu. Vous les voyez ici, donc ça va de l'article de blog, heu, à la page de vente, en passant par des emails de prospection, des pages Wikipédia. Et aujourd'hui, on va faire un focus en termes de bonnes pratiques, principalement sur les articles de blog, sur, les articles Google Discover et sur les pages de vente. Pour info, si vous avez donc manqué les précédents webinaires de cette série, vous pouvez, y accéder en replay. Vous avez normalement un petit bouton, en bas de votre écran pour accéder, au premier webinaire qui est la première étape, du workflow de création de contenu qui performe, la recherche des mots-clés, l'identification et la priorisation des mots-clés au plus fort potentiel SEO pour votre marque. La deuxième étape également disponible en replay, sur la création des briefs éditoriaux pour mettre vos créateurs de contenu sur les bons rails. Et aujourd'hui donc on aborde la partie produire, les contenus parfaits. Donc aujourd'hui, on va voir, les meilleures pratiques rédactionnelles, les meilleures pratiques SEO, les meilleures pratiques GEO, donc Generative Engine Optimization, les meilleures pratiques copywriting, un focus sur les pages de vente, un focus, sur Google Discover. Donc on a un webinaire aujourd'hui qui va être un petit peu plus, scolaire que les précédents, puisqu'on va aussi, on va dérouler une sorte de checklist, des points, des points à vérifier et à suivre, pour justement produire ces contenus qui vont derrière performer. Si vous souhaitez récupérer les slides, on vous les envoie avec plaisir. Donc, pour cela, je vous invite à cliquer sur le bouton pareil qui doit se situer en bas de votre écran, qui s'appelle «Je veux être recontacté» et on vous enverra, le deck, le support de présentation. Petite intro, donc on va prendre un petit pas de recul, effectivement. Déjà sur le contenu. Comment s'intègre le contenu dans une stratégie marketing vis-à-vis de tous les autres leviers? Le contenu, c'est le cœur de l'acquisition. Il y a à peu près, aucun levier qui n'a pas besoin de contenu pour être activé. Et surtout, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que, c'est une très bonne idée que de prioriser le SEO en termes de levier pour une entreprise, puisque, le SEO est le levier qui, comparé aux autres, leviers marketing, enregistre le meilleur ROI
qui a un énorme potentiel de volume et également qui travaille sur le long terme. Et au sein du SEO, eh bien, le pilier contenu est forcément la base du travail du SEO. Et ensuite, il va être derrière propulsé par le pilier, le volet technique et le volet netlinking pour la partie autorité de votre marque et de votre site. C'est essentiel, le SEO, notamment quand on est une marque qui a une notoriété relative. On le voit avec cet exemple-là où, une marque, d'assurance comme Luco, arrive à générer énormément de visibilité et à se positionner et donc de trafic et en se positionnant devant, des marques d'assurance à très forte notoriété comme, Maif, comme Allianz, comme MAF, et cetera. Et ça fait une énorme différence, pour se faire connaître auprès de nouveaux clients puisque, si, Luco n'était pas, dans cette position sur les moteurs de recherche et bien, heu, concrètement, ils auraient à peu près 0 acquisition, via ce levier. Alors que là, ils vont aller capter, 20 à 30 des clics, et 20 à 30 du trafic potentiel, notamment sur Google. Donc c'est pour ça que chez Senec, on recommande, avec cette orientation performance, on recommande vraiment de produire plus de 95 de contenus qui ont une vocation SEO et de conserver, une petite part, des efforts, et des investissements sur des contenus qui ont plus une vocation de communication. Hop, j'ouvrais le chat en parallèle pour voir s'il y avait des questions, mais c'était des bonjours, donc voilà. Merci, bonjour à tous. Alors les contenus des contenus qui performent, des contenus qui rankent, des contenus qui, se positionnent bien sur, les moteurs de recherche, notamment sur des mots-clés compétitifs parce que c'est facile de se positionner sur des mots-clés, qui sont pas très transactionnels, qui n'ont pas d'enjeu business. Par contre, sur des mots-clés compétitifs, on doit vraiment produire les contenus parfaits pour espérer, pouvoir se positionner et ce que vous pouvez, très facilement marquer en tapant des mots-clés, stratégiques sur, Google, c'est que les contenus qui rankent, les contenus qui ressortent, qui arrivent en première position, eh bien, ils vont, respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Ils vont avoir des points communs qu'on va dérouler ensemble, avec notamment un focus sur l'aspect, sémantique, des textes. Alors, j'ai une petite question que je prends à la volée. Concernant les services B2B, le SEO, est également, possède également le meilleur ROI. Hem, c'est également valable pour le B2B. D'ailleurs, chez Senec, on a plus de clients B2B que de clients B2C. Simplement, il peut y avoir des spécificités pour certains secteurs du B2B qui vont être très, qui vont fonctionner qui vont plus fonctionner au réseau, sur de l'événementiel, ce genre de choses. En revanche, sur tous les leviers, classiques, de communication, média, effectivement, ça reste le meilleur ROI. Voilà, il y a des cas particuliers, hein, je ne veux pas faire de généralité, mais heu, dans la majorité des cas, ça reste le meilleur ROI et aussi les meilleurs taux de conversion. Comparé à des leviers marketing plus, plus push marketing qui vont aller chercher, et pousser des informations, aux prospects et aux cibles et aux audiences. Le SEO, c'est vraiment de l'inbound avec des prospects, qualifiés et intéressés et en recherche de solutions qui arrivent sur votre site et donc derrière, le taux de conversion en général, il est, 4 fois meilleur que pour un lead qui a été récupéré, via d'autres leviers. Donc ça, c'est aussi intéressant à avoir en tête. Le SEO aujourd'hui, il est de plus en plus, compétitif. La barre est de plus en plus haute pour sortir du lot, pour aller se positionner, notamment parce que de plus en plus, d'entreprises et donc de concurrents s'y intéressent et donc aujourd'hui, le SEO, il nécessite, d'être, de plus en plus complet et c'est aussi ce que poussent les moteurs de recherche, parce que les moteurs de recherche sont face à beaucoup plus de volume de contenu et donc ils vont faire du tri, et ils mettent la barre de plus en plus haute pour aller, identifier les meilleurs contenus, à pousser à leurs utilisateurs. Donc pour sortir du lot, aujourd'hui, il faut vraiment, heu,
de meilleurs contenus que les autres et ça concerne à la fois le fond, la forme, l'aspect copywriting qui va créer de l'engagement et des taux de conversion, être multiformat avec des formats enrichis et diffuser, en multicanal et pas uniquement publier un article de blog sur son site. Heu et pourquoi pas publier uniquement un article de blog sur son site, de manière silotée et sans, communiquer, au-delà? Parce que, il faut, envoyer, enfin, il faut essayer de générer dès le départ le maximum de trafic, même au-delà du SEO. C'est-à-dire si vous arrivez à générer du trafic, via, la publication sur des réseaux ou, dans des newsletters, déjà ça va envoyer les bons signaux et derrière il y a vraiment un cercle vertueux, entre le trafic et l'engagement. Les moteurs de recherche aujourd'hui se basent beaucoup sur des signaux d'engagement, pour, identifier si oui ou non les contenus sont qualitatifs et sont intéressants pour les internautes et donc c'est important d'avoir ces 2 visions et donc de pas uniquement générer du trafic, mais derrière aussi de générer de la conversion. De toute façon, c'est le but des marques, derrière d'aller, convertir et engager. Hem et donc au final, ça nous amène aussi à parler d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, on se pose, beaucoup la question de savoir si elle permet d'engager les visiteurs et les internautes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle pour la création de contenu, aujourd'hui et encore plus à l'avenir et dans les prochains mois, heu, c'est une commodité. C'est-à-dire que c'est accessible à tous, c'est pas cher, c'est facile à utiliser, si vous avez 40 concurrents qui, demandent à l'intelligence artificielle de produire leur contenu et bien, les il n'y a pas plus de place sur la SERP, il y a pas plus de place dans les résultats de recherche, des moteurs de recherche et donc ceux qui vont se positionner et qui vont aller capter le trafic, c'est ceux qui vont apporter des choses en plus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de l'IA parce que l'IA, elle va faire une moyenne de ce qui existe déjà, et donc aujourd'hui, il faut faire mieux que les autres pour sortir du lot et surtout, on ne peut pas se contenter, et se permettre de contenus moyens, parce que sinon on va rester, du coup sur des positions, moyennes. Même si bien sûr, il y a des façons, plus ou moins avancées d'utiliser l'IA. Donc pour sortir du lot, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des contenus qui sont riches, des contenus qui amènent vraiment un gain d'information par rapport à une réponse, générique, d'une IA, ou même, d'un créateur de contenu, qui, moyen, on va dire. Donc pour mettre toutes les chances de son côté et pour, faire émerger ses contenus, il va falloir ajouter ce genre d'éléments, des analyses de données, de l'expertise métier, des éléments visuels supplémentaires, potentiellement des outils, partager des, des du matériel sur sa page, et des fonctionnalités interactives qui vont, créer de l'engagement, augmenter les temps de session sur vos sites, et cetera. Donc voilà, je mentionne pas tous les bullet points de cette slide, mais je pense que vous avez pu les parcourir, visuellement de votre côté. Et ça, c'est vraiment des éléments qui font la différence et qui vont de plus en plus faire la différence demain, versus des contenus, standards. Et chez Senec, notre vision, notre recette pour, faire performer les contenus, c'est du coup de conserver un cœur de contenu, humain, parce que c'est ce qui fait, la différence, le côté singulier, la profondeur d'information, la pertinence des contenus, la valeur ajoutée des contenus. Hem et autour d'utiliser, l'IA, là où c'est pertinent pour, rajouter des éléments qui n'ont qui n'ont pas enfin, sur lesquels l'IA est très forte, pour les créer. Donc par exemple, créer un résumé, décliner ses contenus sous d'autres formats, sur des posts réseaux sociaux, transformer son contenu en format audio, produire des images, des quiz, une section à retenir, des infographies, des vidéos, des choses comme ça. Là-dessus, l'IA, elle est très forte parce qu'en fait, elle se base sur le contenu original qui a été créé et elle a rien de spécial à inventer puisque justement elle est
pas du tout forte pour inventer, puisqu'elle se base que sur de l'existant, mais par contre, elle va pouvoir décliner et enrichir les contenus avec des formats, qui apportent, de la valeur ajoutée, sur les pages. Donc, on a ce split, chez Senec, on n'est ni pro IA ni anti IA, mais par contre, vous pouvez aussi vous référer à notre premier webinaire sur, l'IA dans la création de contenu. Selon nous, l'IA a beaucoup de choses à apporter, uniquement, là où elle est forte, et donc il faut bien vraiment faire la différence entre les cas d'usage sur lesquels l'IA, est forte et les cas d'usage sur lesquels l'IA, heu est très limité, comme par exemple créer des contenus, informationnels à haute valeur ajoutée, pertinente sur des sujets techniques, et des contenus textes, où il y a besoin de subtilité, de finesse, de précision. Donc on commence sur la partie, bonnes pratiques rédactionnelles. C'est parti. Donc, le premier aspect des meilleures pratiques rédactionnelles déjà, c'est, et on l'avait abordé lors du précédent webinaire, c'est de produire des textes qui sont, logiques, qui sont sensés, qui sont pertinents et ça part déjà du plan. Donc la base, c'est d'avoir un plan qui est vraiment logique. Il faut vraiment voir tous ces contenus, chaque contenu comme un argumentaire. Le but, c'est vraiment de convaincre, son lecteur, de le guider, vers, une action et pour ça, il faut vraiment avoir un plan, une vision globale de là où on veut, en venir, de pousser ses idées de manière logique, de bien les expliciter, d'expliquer les étapes pour, arriver à une conclusion naturelle, via un cheminement, logique du raisonnement. Donc voilà, là, vous avez des exemples de plans qui sont logiques et en plus, on le verra après dans les bonnes pratiques SEO, c'est des plans qui sont assez explicites, c'est-à-dire que chaque titre décrit explicitement ce dont il va parler. Voilà, on n'a pas des titres qui sont juste, les avantages, les inconvénients, qui pourraient être des titres interchangeables, qui pourraient s'adapter à n'importe quel article. Au-delà du titre, pour des textes sensés, des textes logiques, des textes pertinents, un certain nombre de bonnes pratiques. Déjà, alors il y a beaucoup de choses, qu'on va aborder aujourd'hui qui paraissent, évidents, mais c'est quand même important de les rappeler puisque, quand on a, la tête dans la production de ces contenus, on n'a pas toujours, enfin on peut, passer à côté de ces éléments-là, donc c'est bien de les rappeler. Donc évidemment, ne jamais rien écrire qu'on ne comprend pas à 100. Heu, à chaque phrase, une idée, et pas 2 idées dans la même phrase et pas 2 sujets dans un même paragraphe. Donc une phrase, une idée, un paragraphe, un sujet. Des paragraphes qui doivent vraiment porter et développer l'idée annoncée dans le titre, et inversement. Donc pas s'éparpiller, en sortant du sujet. Bien expliciter les choses, être précis, et non évasif. Éviter les adjectifs indéfinis. Voilà, apporter vraiment de la précision. Toujours expliquer pourquoi, c'est-à-dire qu'on ne va jamais à la lecture à la suite de la lecture d'une phrase, heu, avoir envie de se poser la question de pourquoi, l'auteur a dit ça. Donc on doit aller au bout des choses. Pourquoi? Il y a une règle des pourquoi, donc voilà, se poser, 4 fois, ou 5 fois, la question de pourquoi jusqu'à ce qu'on ait épuisé les possibilités de poser la question pourquoi et voilà, qu'on est sûr d'avoir toutes les réponses et qu'on ait bien compris pourquoi on disait ça et qu'on ne le disait pas dans le vent. C'était vraiment étayé. Utiliser les mots justes bien sûr, éviter les superlatifs. Il y a une tendance aussi à peut-être heu, pour inconsciemment pour engager, mais voilà d'aller dire à chaque fois que tout est hyper important, que tout est vital, que tout est essentiel, alors que non, voilà, il faut faire la part des choses donc les superlatifs, on les utilise uniquement quand c'est pertinent et bien sûr d'être cohérent au global, à la fois sur le fond et sur la forme. Hem Alors, je vais pas pouvoir prendre toutes les questions en live, je les prendrai à la fin. Je m'en excuse, mais ce sera plus simple pour le suivi du webinar et pour être sûr qu'on a le temps de tout évoquer puisque la présentation est assez dense. Le deuxième grand point sur les bonnes pratiques de rédaction, c'est, pas de texte creux.
Donc ça, c'est vraiment hyper important. Pas de texte creux, ça veut dire des textes qui sont, consistants et qui, partagent des informations, qui ont de la valeur, et qui ne du coup, qui ne brodent pas, qui font pas des phrases juste pour faire des phrases. Il faut que vraiment que chaque phrase, apporte quelque chose, qu'on ressente de l'expertise, que chaque phrase donne vraiment des conseils pratico-pratiques, actionnables, et éviter les répétitions aussi, ça sert strictement à rien et les moteurs de recherche, ça ne sert à rien non plus pour les moteurs de recherche puisque ça n'apporte pas d'informations supplémentaires, ça ne répond pas à des intentions de recherche supplémentaires et ça, c'est ce qui permet à des marques de notoriété, relative, comme par exemple sur les ici, avec, Finance Hero, donc si vous croisez, enfin si vous prenez une personne au hasard dans la rue et que vous lui demandez si elle connaît Finance Hero, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui vous disent oui spontanément. Et par contre, cette marque-là, grâce à la qualité de ses contenus, eh bien, elle va réussir à se positionner en première page sur des requêtes, hyper stratégiques, et qui vont lui générer du business. À contrario, à contrario, ce type de texte, et bien, c'est totalement creux. C'est des informations génériques, ça enfonce des portes ouvertes, ça c'est très évasif, pas de profondeur d'information, pas d'exemple. Voilà, ça c'est des types de contenus, qu'on peut trouver, en 10e page de Google, voire au-delà et donc qui va strictement générer aucun trafic. Quand on lit par exemple, «Vous devez toujours vous interroger, à ce sujet avant de vous lancer», oui, OK, bah, justement, je suis en train de m'intéresser au sujet, mais surtout je veux des réponses. Je veux pas, qu'on me dise que je dois m'intéresser au sujet, heu, ou alors ponctuellement, pourquoi pas dans un texte, globalement intéressant, mais un enchaînement de phrases comme ça n'a strictement aucun intérêt, ça ne pousse aucune information, utile, et d'ailleurs, on voit que c'est des textes qui sont faits vraiment sans expertise, au doigt mouillé, quel est votre budget achat action? Il faut prévoir un budget de départ de 10 000 $ pour acheter des actions. Voilà, donc ça fait vraiment pas sens, voilà, c'est typiquement le genre de texte qu'il faut éviter. Bon, c'est des cas un peu extrêmes, mais en tout cas, c'est ce qu'on retrouve sur des en 10e page et voilà, qu'on a aucune chance de trouver en première page. Hem, donc pour des textes consistants, une petite checklist, c'est vraiment de s'assurer qu'on apporte de la valeur ajoutée, de manière très tangible, s'assurer vraiment que le lecteur va apprendre quelque chose quand il va lire, le contenu, qu'on va traiter le sujet avec suffisamment de profondeur, qu'on va faire ressortir de l'expertise, on va pas répéter 2 fois la même chose, ça sert à rien de se paraphraser avec des synonymes. Aujourd'hui, les robots des moteurs de recherche, bah, déjà, on souhaite faire des textes pour des humains, donc répéter 2 fois la même chose, ça c'est une perte de temps, et en plus de ça, les robots, qui scannent les moteurs de recherche aujourd'hui, ils comprennent pas un mot comme ce mot et son synonyme comme un autre mot. Ils comprennent vraiment, la enfin, ce que ça représente comme information derrière et donc 2 synonymes, pour un robot, c'est la même chose. Donc ça n'apporte aucune valeur. Donc pas de phrases génériques, pas de phrases qui sont interchangeables, qu'on aurait pu trouver ailleurs, soit sur un autre site, soit ailleurs dans son contenu. Pas de phrases pour faire des phrases, donc pas de remplissage. Des conseils vraiment pratico-pratiques comme je disais, et pour que le lecteur ressorte de sa lecture en ayant vraiment les réponses à ses questions et en sachant quoi faire derrière. Donner des exemples concrets, des exemples parlants pour aller illustrer ce qu'on raconte et vraiment convaincre, son lecteur. Hem, le troisième point, c'est, des contenus qui démontrent qu'ils ont été produits par un humain. Comme je le disais, sur un certain nombre de enfin, si vous prenez tous vos concurrents pour une marque donnée, qui demandent tous à l'IA de leur faire leur contenu, pas de raison qu'ils se positionnent devant les autres. Donc ils vont plutôt être positionnés, 20e, 30e, 40e, donc ils vont aller, récupérer des miettes en termes de visibilité, en termes de 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 trafic. Donc ça sert à rien, même si c'est pas cher, il vaut mieux payer plus cher pour avoir un ROI positif que de payer, pas cher, mais, d'avoir 0 ROI, voire du coup un ROI négatif puisque ça nous aura quand même, coûté quelque chose. Donc comment on fait ça? Il y a plein de façons donc on a formalisé ce que c'était que d'injecter de l'humain et d'injecter de la singularité dans les contenus et de la valeur ajoutée dans les contenus. Je vous les affiche ici un petit peu en vrac, mais ça passe par
davantage de détails et de précision, davantage de finesse dans ce qu'on raconte, mettre plus de conviction, utiliser des verbes forts, des verbes riches, c'est-à-dire, des verbes précis, ne pas utiliser toujours le verbe faire, prendre, avoir, être qui peuvent être utilisés, qui sont très génériques, qui peuvent être utilisés à tout moment, mais voilà, mettre plus de précision dans la description de ce qu'on raconte. Ça va aussi enrichir le champ sémantique, enrichir la diversité, sémantique de nos contenus et donc du coup, la qualité des contenus. Rebondir et utiliser l'actualité chaude, des contenus qui sont pas trop scolaires, qui sont contextualisés, qui ont une bonne profondeur d'information, qui sont, singuliers, créatifs, avec des éléments uniques, des vraiment, s'appuyer sur des sources de haute qualité uniquement, raconter des histoires, utiliser des chiffres précis, si le texte s'y prête, de l'humour, apporter de la personnalité, de l'esprit critique dans ces contenus, en donnant des vrais conseils, en se mouillant. Hem, Bien sûr, fuir les patterns IA, même si, l'IA se base sur des contenus humains, donc ça ne veut pas dire qu'on doit les bannir à 100, mais voilà, faut pas, faire que ça. Heu, Apporter des raisonnements assez avancés, de la spontanéité dans ces contenus, des explications qui sont vraiment abouties, justifiées, étayées, partager de l'expérience vécue, avec des exemples, voilà des contenus vraiment originaux. Hem, En termes de bonnes pratiques rédactionnelles de manière générale, faut vraiment imaginer quand on produit ces contenus qu'on va s'adresser à une vraie personne qu'on connaît et qu'on apprécie et qu'on veut sincèrement aider. Voilà, ça garantit quand même que ce qu'on raconte va être utile, à nos lecteurs, hem et va être, plein de bons conseils. Privilégier la voix active qui rend le contenu beaucoup plus dynamique, éviter tout ce qui est impersonnel, qui crée de la distance, qui est vague, qui manque de personnalité. Privilégier aussi le présent, pour un texte plus dynamique puisque le futur est plus lointain, plus hypothétique. Éviter les adverbes quand ils n'ont pas vraiment de bonnes raisons d'être utilisés, c'est-à-dire quand ils sont juste utilisés pour intensifier une action, en général, on peut trouver des verbes qui sont plus riches, qui sont plus forts et qui vont, pousser le même sens sans avoir besoin d'adverbes. Par contre, si c'est vraiment pour ajuster le sens, voilà, forcément on peut le faire. Heu, Éviter les mots passe-partout qui sont utilisés à toutes les sauces, voilà, il y a des mots, moi, typiquement que j'aime pas du tout, comme le mot efficace, comme le mot stratégique, qu'on a l'impression enfin, qu'on peut caler assez facilement, quand on sait pas quoi écrire, mais voilà, faut vraiment les utiliser uniquement si on veut vraiment parler d'efficacité ou si on veut vraiment parler de quelque chose qui est stratégique et pas, juste pour dire que c'est stratégique, et que ça ne veut pas forcément dire quoi que ce soit derrière. Et puis plutôt bannir le «on», qui n'est pas très, pas forcément, ce qu'il y a de plus, professionnel, même si en termes de style et en termes de tonalité, certains sites, ont le «on» dans leur, ligne éditoriale, mais en général, c'est pas le cas. Ensuite, le quatrième point, c'est, sur la partie, plus, lisibilité. Donc là, vous avez 2 exemples de capture de texte qui sont parfaits en termes de visibilité. Donc le but, c'est de pousser des contenus qui sont, digestes, qui sont clairs. Ça va aider, à la compréhension, à l'engagement, et ça va aussi aider à structurer enfin la forme va aussi, porter le fond derrière. Donc pour ça, ne pas hésiter à utiliser des listes à puces pour faciliter la compréhension, des phrases plutôt brèves. Les phrases à rallonge, elles sont difficiles à lire. Des paragraphes courts, en général 3 phrases ou 6 lignes et de mettre en évidence avec une belle mise en gras des points clés, des termes clés, que ce soit des termes SEO ou des termes, juste importants en termes de sens. Donc petite checklist sur la partie lisibilité, avec des lisibilité, clarté, texte digeste. Vraiment rester simple et direct, la compréhension doit être immédiate. Utiliser les termes
relativement concis, humain, accessible. On peut presque écrire comme on parle, donc j'exagère un petit peu, mais voilà, il faut presque que les phrases si on les lit à l'oral, bah, voilà, elles passent bien, et on aurait pu les prononcer à l'oral. Éviter les mots trop compliqués, pas de phrases alambiquées qui pourraient être difficiles à comprendre. Éviter les mots rares, voilà, bien sûr, éviter de tourner autour du pot. Éliminer toutes les distractions, ça c'est aussi un conseil SEO. On va voir que les bonnes pratiques rédactionnelles et les bonnes pratiques SEO, elles se recoupent un petit peu. Voilà, il faut dire, le plus tôt possible ce qu'on veut dire, donc dès le début, ne pas mettre trop de suspense, hein, sur des contenus web et potentiellement alterner des phrases courtes et des phrases longues aussi pour, mettre du rythme. Donc ça, ce sont des bonnes pratiques, qui sont une condition nécessaire pour derrière, performer avec ces contenus et générer du trafic. Là, je vous donne un exemple d'introduction qui va respecter ce type de enfin, c'est les pratiques qu'on vient d'évoquer, sur la cooptation en recrutement. Embaucher sa femme comme attachée parlementaire, ça s'appelle du piston. Embaucher le proche d'un de vos collaborateurs parce que son profil est excellent et qu'il vous a été conseillé, ça s'appelle, de la cooptation. Donc ça, c'est typiquement le genre d'introduction, très sympa qui donne envie de lire, qui est, singulière, qui est originale, qui aurait certainement pas pu être écrite par une IA et qui va, hem, qui va qui va plaire à toutes nos cibles, autant donc aux moteurs de recherche qui vont, identifier qu'on est, sur un texte qui apporte de la valeur ajoutée, qu'aux lecteurs qui vont derrière, être plus engagés. Voilà, donc c'est un certain nombre de règles. Sachez aussi bien sûr qu'une fois qu'on s'est bien approprié ces règles, voilà, elles ne sont pas absolues, donc c'est quand justement on se les est bien appropriées qu'on sait quand est-ce qu'on peut s'en affranchir et quand est-ce qu'on peut les transgresser. Maintenant on passe aux bonnes pratiques SEO. Donc sur la partie SEO, déjà de manière générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le but, des moteurs de recherche comme Google, c'est de ne pas faire de différence entre le SEO et un contenu parfait pour l'internaute. Donc, et ça, c'est de plus en plus vrai. Donc en fait, il y a quelques années, on avait vraiment ce que des contenus SEO avec, des mots clés qu'on allait caser juste pour les robots. Aujourd'hui, ça marche plus. Les robots des moteurs de recherche sont beaucoup plus intelligents et ils arrivent à se rapprocher, quasiment de ce qu'un internaute souhaite et ils arrivent à l'identifier presque comme un internaute. Heu et donc voilà, il faut vraiment, de moins en moins penser robot et moteur de recherche et de plus en plus penser internaute quand on produit ces contenus. Mais il y a quand même quelques limites à ça puisque les robots restent des robots et ils ont pas la même, intelligence et la même compréhension que les que les humains et c'est pour ça qu'il y a quand même des bonnes pratiques spécifiquement SEO, à suivre et donc on va les dérouler un petit peu. Je vois que le temps file, qu'on risque de prendre un petit peu de retard. J'espère que vous avez quelques minutes supplémentaires devant vous, et je vais essayer quand même d'accélérer. Et en plus, vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent entre les bonnes pratiques rédactionnelles et les bonnes pratiques SEO. Donc déjà, en SEO, le critère le plus important pour performer en SEO, c'est vraiment de répondre à toutes les intentions de recherche, au maximum d'intentions de recherche, de manière logique, de manière claire, précise, explicite et complète. On en avait parlé aussi, dans des précédents webinars. Il faut des contenus singuliers, avec des informations utiles et concrètes, pas de superflu et aller au bout des idées qu'on va développer pour vraiment convaincre le lecteur. Il faut s'imaginer qu'on va expliquer le sujet à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Ça peut être notre grand-mère, voilà. Donc du coup, c'est une personne qui a vraiment besoin de comprendre le sujet de manière pratique. C'est pas, voilà, on va pas lui pousser des idées, sans les expliquer, sans aller au bout de l'explication pour qu'un débutant, qu'un débutant ne comprendrait pas. Donc il faut vraiment être, limpide dans ses explications et apporter des choses en plus, que ni la concurrence, ni l'intelligence artificielle auraient pu apporter. Donc des meilleurs exemples, mieux expliqués, apporter plus d'informations.
Petite parenthèse sur les scores sémantiques. Les scores sémantiques, bon là vous avez, une capture de l'interface de rédaction qu'on propose, à nos rédacteurs et créateurs de contenu, chez Senec sur la partie texte. Les scores sémantiques, c'est des garde-fous. Ça permet de s'assurer que sur un sujet donné, on utilise le bon champ sémantique. C'est aussi des critères qui sont utilisés par les moteurs de recherche, mais c'est vraiment pas l'alpha et l'oméga de l'optimisation SEO, c'est vraiment la base de la base et ça suffit pas du tout, à se positionner, à gagner en enfin à performer avec ses contenus. C'est vraiment, juste vérifier qu'on est, dans le bon champ sémantique. Mais derrière, c'est important d'aller beaucoup plus loin, pour apporter de la valeur avec ses contenus. Alors en SEO, déjà le title, qu'est-ce que c'est qu'un title optimisé SEO? C'est un title qui est cohérent avec le H1, potentiellement identique, qui contient le mot-clé primaire le plus à gauche possible, qui fait ressortir le sujet principal, qui incite au clic, c'est très important puisque c'est ce qu'on va voir sur la SERP et qui va faire basculer la décision de cliquer ou pas cliquer. Entre 30 et 60 caractères maximum espace compris, pas de mots en majuscules, potentiellement rajouter le nom de la marque derrière. Ensuite, il y a la métadescription. La métadescription, c'est entre 130 et 155 caractères, espace compris. Également bien qu'elle contienne le mot-clé principal et si possible ajouter des mots-clés secondaires. Elle doit décrire la page et elle doit inciter au clic, en étant formulée autour d'un call to action. Pour info, si vous souhaitez vérifier le nombre de caractères de vos titles métadescriptions et vérifier aussi le rendu, avant publication, vous pouvez utiliser, des simulateurs de SERP, comme par exemple, celui que l'on propose sur le site de Senec. Ensuite, qu'est-ce qu'un H1 optimisé SEO? Donc le H1, hyper important, enfin ça là, c'est le titre, c'est la structure du contenu qui possède le plus de poids, en SEO. Et donc très important qu'il contienne le mot-clé principal le plus à gauche possible et ensuite, il doit être simple, pas trop long, il doit être vendeur quand même aussi puisque c'est la 1re chose qu'on va lire en arrivant sur le contenu, mais mon conseil, c'est de privilégier l'aspect SEO, donc surtout de ne pas s'affranchir de placer le mot-clé principal. Sur la partie plan derrière, structure à chaîne optimisée SEO, bon, on en a déjà parlé, donc je vais passer assez vite, mais voilà, la structure doit être équilibrée, elle doit être harmonieuse, traitant les informations avec le bon niveau de profondeur, elle doit être très logique, elle doit être cohérente avec le H1 bien sûr. Elle doit suivre un plan en pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on va commencer par les informations principales dès le début, et apporter les réponses et le détail et les explications ensuite. Et même si ça nécessite de placer une définition en fin de contenu, eh bien, il faut le faire. Voilà, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut vraiment apporter les réponses aux questions principales dès le départ. Les titres doivent être explicites, ils doivent vraiment, être explicites sur l'idée qu'ils vont développer. Donc comme je disais tout à l'heure, pas de titres, type, avantages, inconvénients qui veulent pas forcément dire grand chose, en tout cas qui sortis de leur contexte ne donnent pas d'infos sur ce qu'on va trouver dans les paragraphes. Les tournures doivent reprendre, ça c'est assez important, les tournures doivent reprendre des mots-clés que les internautes pourraient entrer dans Google. Donc ça peut être sous forme de questions. En tout cas, voilà, le but c'est que ce soit pas des titres qui puissent pas être une requête, Google qu'un internaute pourrait poser puisque derrière, bah, les moteurs de recherche vont identifier, vont faire le lien entre la requête et les réponses qu'on apporte dans nos contenus et donc bah, le lien là, il est direct quand les titres reprennent les requêtes. Utiliser un maximum le mot-clé principal et les mots-clés secondaires, dans les titres, et bah, voilà, avoir en tête que les H2 ont plus de poids que les H3, ont plus de poids que les H4 et donc voilà, c'est là qu'il faut caler le maximum de qualité d'information, éviter les ponctuations dans les titres. Ensuite sur introduction optimisée SEO, donc les bonnes pratiques, c'est de trouver une introduction originale, avec, des premières percutantes, avec des premières phrases qui donnent envie, qui incitent à poursuivre sa lecture, être relativement succinct, redéfinir le problème du lecteur et quasiment répondre au titre de l'article dès l'introduction.
Donner un aperçu clair et complet de ce que le lecteur va lire dans son article. Insérer le mot-clé principal, puisque c'est ce qui va être scanné dès le départ, dans l'introduction. Placer un maximum de mots-clés secondaires et du champ sémantique et le vocabulaire proche de la requête dès l'introduction ou dès les premiers paragraphes. Proposer une information alors ça, c'est une bonne pratique qui peut challenger un peu la rédaction, mais proposer une information que le lecteur ne sait sûrement pas déjà. Donc voilà, de se dire, bah, qu'est-ce que je peux lui apporter comme information, comme valeur ajoutée, et je suis à peu près sûr que c'est pas une information qu'il connaît déjà ou qu'il va retrouver aux quatre coins du web. Éviter les phrases poétiques mais inutiles, et si possible, ajouter un lien de maillage interne dès l'introduction, parce que là aussi le maillage interne va avoir pas mal de puissance puisqu'il va être, à coup sûr, dès le départ, crawlé. Et pour la conclusion, s'assurer qu'on apporte une réponse à la problématique évoquée, à ce qu'on a évoqué en introduction, en synthétisant les idées, s'assurer qu'on répond aux questions et ensuite, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment qu'on oriente, le lecteur vers des actions derrière. Trouver potentiellement une ouverture, originale vers, un sujet connexe. Poser une question pour engager l'internaute et le faire réfléchir, et créer une interaction. Pareil, c'est une bonne pratique aussi pour inviter le lecteur à poursuivre cette navigation, de mettre un lien de maillage interne dans sa conclusion. Utiliser aussi en conclusion le mot-clé primaire et si pertinent, c'est aussi le moment de mettre votre marque en avant. Là, je vais passer assez vite sur le corps du texte. Il y a beaucoup de points, mais dans le corps du texte, le but, c'est en moyenne d'utiliser le mot-clé primaire, à peu près tous les 100 à 200 mots. Donc ça, c'est assez théorique, hein, bien sûr, mais ça va pousser votre mot-clé principal. Les mots-clés secondaires doivent être utilisés à plusieurs reprises de manière naturelle et si possible en gras. Le corps du texte doit utiliser le champ sémantique, qui est autour du mot-clé primaire. Donc ça, c'est très SEO, mais c'est voilà, comme je disais, c'est un garde-fou qui est important quand même à valider. Ensuite, sur la partie, lisibilité, donc des paragraphes courts, on en a parlé, des phrases courtes, des formulations simples, et un texte lisible, scannable avec, des sections, des mots, importants en gras, des listes à puces, des liens sur certains mots, pas de phrases alambiquées, voilà. Comme je vous le disais, avec les bonnes pratiques SEO recoupent les bonnes pratiques, voilà, elles fusionnent avec les bonnes pratiques, rédactionnelles. Le corps du texte optimisé SEO toujours, on en a parlé, un paragraphe égale une idée, donc éviter les overlaps, ça n'apporte rien entre les paragraphes, et placer les idées les plus importantes au début, que ce soit au début d'une phrase, que ce soit au début d'un paragraphe, que ce soit au début de l'article. Commencer par les idées les plus importantes dès le départ plutôt que de mettre du suspense ou de teaser, le lecteur. Hem, on continue. Le texte doit vraiment offrir une réelle valeur ajoutée dans l'information, qui pourrait être apportée, par d'autres pages concurrentes qui ciblent le même mot-clé. Pas de texte creux, des exemples concrets, parlants, chiffrés. C'est aussi pour ça que je passe vite, c'est parce que, c'est aussi des bonnes pratiques rédactionnelles. Le texte ne présente pas de plagiat, donc ça, c'est hyper important, bien sûr, parce qu'on peut être, sanctionné, enfin voilà, les moteurs de recherche, savent, savent quel texte a été publié quand et arrivent très facilement à identifier, un contenu plagié. Donc éviter, ça sert à rien de faire un copier-coller d'un contenu existant sur le web. Il faut vraiment que le contenu soit singulier, original, unique, dédié spécifiquement à votre site et éviter aussi le duplicate content qui est plus, un peu comme enfin, c'est pas du plagiat, mais c'est, de reprendre des contenus qui sont, déjà existants sur votre site. Donc là, pareil, ça va vraiment vous pénaliser si vous faites ça puisque, il y a aucun intérêt d'avoir 2 contenus identiques sur un même site et d'ailleurs ça va aussi brouiller les pistes pour les moteurs de recherche qui vont plus savoir quelle page pousser sur quel mot-clé, et au final, ils risquent de pousser aucune des 2 pages. Donc c'est un peu de la cannibalisation. Sur la partie maillage,
on n'est pas encore au maillage, mais en tout cas, il faut maximiser bien sûr le maillage interne. Le maillage interne, c'est un levier hyper puissant, pour, booster le SEO d'un site, faire en sorte que les contenus soient pas isolés et orphelins, mais qui se parlent, de manière naturelle et pertinente. Rendre avoir des transitions fluides entre les paragraphes et illustrer ces contenus par des visuels, si possible, que ce soit des infographies, des images, des schémas, des tableaux, qui vont vraiment aller enrichir la qualité de vos contenus. Petit tips, sur les paragraphes, ce qui marche pas mal, c'est d'avoir un titre, de paragraphe qui est potentiellement une question et dès le départ, dans le cœur du paragraphe, reprendre le titre pour montrer qu'on répond vraiment à la question. Voilà, c'est un peu basique, mais pour un robot, ça fonctionne bien puisque, le robot, quand il va crawler le texte, il va tout de suite voir qu'il y a la question et il y a directement la réponse en dessous. Il va vraiment plus facilement pouvoir la réutiliser derrière et pousser votre contenu, sur les moteurs de recherche. Sur les maillages, il y a des bonnes pratiques aussi à respecter. Alors minimum 2 à 5 liens internes vers d'autres pages. Là, c'est vraiment le strict minimum, mais en général, on en a quand même plus que ça, surtout quand on commence à avoir des sites riches en contenu. Donc, voilà, faut pas du tout se limiter à ça. Faut vraiment, donner les opportunités, aux robots et aux internautes de naviguer de page en page sur votre site. Heu, Bien sûr, tous les liens doivent renvoyer à des contenus pertinents en rapport avec la page visitée. Les encres des liens, je vous invite aussi à vous référer à nos précédents webinars, doivent être, logiques par rapport au contenu, de départ et de destination. Heu, Plutôt pas se placer les liens en début de texte, à choisir puisque c'est là que leur visibilité va être maximisée et sur les liens externes, diriger uniquement vers des sites ultra autoritaires et il vaut mieux pas de liens externes plutôt que des liens, externes moyennement solides. Le risque aussi, c'est que des liens externes moyennement solides, demain, si la page, change d'URL ou disparaît ou n'existe plus, bah, vos liens, vont rediriger vers une page qui n'existe plus. Donc là, ça va vous pénaliser également. Sur les images, pensez à décrire l'image dans l'attribut alt des images. Donc pareil, les robots là, ils vont sémantiquement, ils vont aller utiliser ces mots pour comprendre de quoi parle votre image. Donc c'est assez important. Et si possible, caler les mots-clés principaux ou les mots-clés pertinents ou des mots-clés du champ sémantique dans les balises alt. Petit focus, donc là, on est encore pour terminer sur la partie SEO. De plus en plus, notamment avec l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche vont vouloir s'assurer que les contenus sont authentiques, ont de l'expertise, sont légitimes, sont pertinents et donc les critères EEAT ont déjà beaucoup d'importance et vont avoir de plus en plus d'importance. Donc voilà, si vous voulez des contenus qui performent, ça vous coûte pas grand-chose de rajouter une petite bio en fin d'article sur l'auteur du contenu, d'avoir des pages auteurs sur vos sites et des pages auteurs qui redirigent potentiellement le compte LinkedIn ou d'autres comptes, réseaux sociaux, de l'auteur. Ça va vraiment donner, du poids, et booster, ce que vont comprendre les moteurs de recherche de l'expertise qu'il y a derrière vos contenus. Sur la partie GEO, donc ça ce sont les GEO Generative Engine Optimization. On parle des nouveaux moteurs de recherche. Le but, c'est d'aller optimiser ces contenus pour qu'ils puissent être, mieux compris, mieux référencés et utilisés et poussés dans ces moteurs de recherche qui sont, des nouveaux modes de consommation et des nouveaux modes de recherche, que les consommateurs sont en train de plus en plus d'utiliser. Ce qu'il faut donc le but, c'est d'être mentionné soit dans les réponses de ces moteurs de recherche IA, soit d'apparaître dans les sources. Sachant que voilà, un moteur de reche là, on n'a pas mis le logo de Google, mais Google va aussi devenir un moteur de recherche IA puisque, Google va utiliser l'IA pour pousser des réponses, déjà pré-mâchées, sur ses SERP. Déjà le premier point, c'est de garder votre cap. Ça sert à rien de paniquer et de se dire qu'il faut tout changer et qu'il faut aller à fond sur l'optimisation pour les moteurs de recherche IA pour 2 raisons. Déjà parce que la part de trafic provenant de ces moteurs de recherche, elle reste très, très faible, même si, il y a eu une hausse, hem, très rapide de l'usage. C'est parce qu'on partait de loin, on partait de zéro forcément, donc voilà, ça reste une hausse rapide en partant de zéro, mais ça reste très, très faible. D'ailleurs, il y a une
il y a une minorité de la part des requêtes qui sont faites à ces moteurs de recherche ou à ces LLM qui pourraient être apparentées à des recherches, moteurs de recherche traditionnels et en plus de ça, la part de trafic, elle est très, très faible et deuxième point, c'est que la meilleure façon d'être visible sur ces moteurs de recherche, c'est d'être visible dans Google donc ça sert à rien de changer du tout au tout. Il faut continuer, sur sur ce que vous avez l'habitude de faire et le faire de mieux en mieux. Mais il y a quand même des bonnes pratiques spécifiques pour, pouvoir apparaître sur ces moteurs de recherche qu'on peut vous partager, même si, on manque aussi de recul, hein, c'est des choses qui vont, que le marché va enfin qu'on va qu'on pour lesquelles on va avoir besoin de plus de recul et plus de tests, pour aller les confirmer mais ou pour aller en ajouter. Mais déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que, comme je disais, pour être, bien positionné en visibilité sur ces moteurs de recherche, il faut déjà être, numéro 1 en SEO sur les moteurs de recherche traditionnels. C'est la meilleure façon d'apparaître sur ces moteurs de recherche. Des contenus qui sont bien structurés, bien segmentés, puisque là, c'est vraiment des IA qui vont aller les scanner et donc qui ont besoin de comprendre facilement, les choses, que les choses soient très claires, donc des formats qui soient clairs de type FAQ, de type questions-réponses, des guides, des formulations qui sont très explicites, des titres clairs, des listes à puces concises dont les IA sont friandes, des statistiques, des sources fiables et reconnues, des citations. Pareil, les IA adorent ça. Euh, alors, produire aussi des formats qui sont recherchés dans les LLM, comme par exemple des comparatifs ou des avis clients. Ça va vous permettre d'être utilisé comme source dans les réponses. Voilà, vraiment des réponses à des questions informationnelles, ah oui, il y a aussi sur la partie long tail, n'hésitez pas à aller répondre à des questions beaucoup plus longue traîne, beaucoup plus précises, beaucoup plus fines, puisque dans ces moteurs de recherche-là, les internautes posent des questions, justement beaucoup plus, précises et donc si les IA ont à leur disposition la réponse à ces questions précises, elles vont directement l'utiliser, donc ça va vous permettre de remonter. Ça marche aussi bien de proposer dans vos contenus des résumés ou des à retenir, puisque les IA, aiment bien ce genre de raccourcis. Je vais aller assez vite maintenant, mais il y a plus beaucoup de slides, mais c'est quand même des points qu'on voulait évoquer qui sont intéressants et complémentaires avec ce qu'on vient d'évoquer pour des contenus, performants. Sur la partie copywriting, donc le copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est l'art d'écrire pour vendre. Donc là, on a vraiment une orientation, taux de conversion, c'est-à-dire, la personne voilà, on s'occupe plus vraiment de générer du trafic. La personne arrive sur, votre contenu, le but, c'est de l'engager, et de la convertir et de l'inciter à passer à l'action. Il y a on pourrait parler, vraiment pendant, toute une journée, voire plus du copywriting, mais il y a vraiment 2 grands principes, que je voulais mettre en avant aujourd'hui. D'une part parce qu'ils sont hyper importants et d'autre part parce qu'on peut facilement avoir tendance à les oublier. Le premier grand principe, c'est, de s'adresser à des personas, qu'on va construire en se basant sur leurs problèmes, leurs peurs, leurs douleurs, leurs désirs, leurs émotions et non sur leur profil sociodémographique. Pourquoi? Parce qu'un profil sociodémographique, ça veut un peu rien dire, en termes de d'envie et de ce que va rechercher un consommateur. On peut avoir 2 profils sociodémographiques identiques qui vont avoir des envies et des besoins totalement différents. Donc quand vous construisez vos personas et pour savoir à qui vous allez vous adresser derrière dans vos contenus, pensez bien à vous baser à lister plutôt leurs envies, leurs désirs, leurs problèmes, leurs pain points et cetera et non, de savoir s'ils habitent, en ville, ou s'ils ont tel âge, et cetera. Et le deuxième grand principe, c'est de pousser dans vos contenus, notamment dans vos pages orientées vente, et de parler de vos produits, de vos solutions, de vos services, avec un angle, orienté sur les bénéfices et non les fonctionnalités. C'est ça qui va convaincre. C'est pas de savoir là, si on prend l'exemple d'un vélo pliant, ce qui va convaincre, un internaute qui réfléchit de l'acheter, c'est pas de savoir si, il pèse 15 kilogrammes, il fait tel, 50 centimètres sur 60 centimètres sur 20 centimètres. Non, c'est de savoir si
il va facilement pouvoir, le porter pour le faire et le faire rentrer dans un métro? Est-ce qu'il va tenir dans son placard? Est-ce qu'il va, réduire son empreinte carbone? Est-ce que ça va lui permettre de faire du sport au quotidien? Donc c'est des arguments, qui sont beaucoup plus convaincants. On parle de bénéfices et non de fonctionnalité. D'ailleurs, petit focus sur la page de vente, donc ce qui est vraiment important dans les voilà, on parle quand même de contenu parfait, le but c'est d'avoir une vision, assez globale, c'est, le design, donc l'UX, l'UI, les contenus, c'est pas uniquement, le fond, c'est aussi la forme et pour des taux de conversion et sur des pages de vente, c'est hyper important d'avoir une forme parfaite. Je vous ai mis des screenshots là de pages de vente qui respectent, les enfin qui sont parfaites en fait, qui respectent, les grands principes, du design. Donc il y a des templates, hein, pour ça, à respecter. Je vous donne quelques bullet points, mais voilà, c'est un titre, avec une proposition de valeur, assez claire, assez explicite, un sous-titre qui vient compléter l'information, pas mal de visuels, que ce soit des images, des vidéos, bien sûr des CTA, à plusieurs endroits sur la page, mais le même CTA, il faut pas multiplier les CTA, il y a vraiment une page, une action vers laquelle on veut orienter son lecteur, son internaute. Penser aux preuves sociales, que ce soit des témoignages, des cas clients, des références, des notes de satisfaction, évoquer le problème client, évoquer les bénéfices et les avantages de sa solution derrière et en termes de tonalité de style, avoir un ton, confiant, positif, enthousiaste, empathique, un style clair, concis, engageant, et être orienté action et être centré client. Voilà. Pareil, on pourrait en parler, beaucoup plus longuement, mais, le but c'était de vous donner, les quelques premiers éléments. Un focus également sur Google Discover. Google Discover, c'est un énorme levier de trafic, même si les internautes, qui arrivent sur vos sites sont un peu moins qualifiés, puisqu'ils n'ont pas effectué une recherche, mais on leur a poussé, une actualité ou un sujet. Mais, c'est quand même un sujet qui est proche de leur centre d'intérêt. Et c'est vraiment, des volumes de trafic, énormes. Donc ça fait partie de la stratégie, ça peut être vraiment intéressant pour la stratégie de vos marques. Les bonnes pratiques, un peu moins en termes de contenu, mais plus, c'est peut-être un petit peu plus technique aussi, mais c'est de la régularité des publications, minimum 8 ou 10 contenus par jour, des contenus de 400 mots, alors si vous en publiez 8 à 10, vous pouvez booster un petit peu la taille des contenus, on va rapprocher des 800 mots, sinon si vous êtes à 50, 400 mots vont suffire. Des titres impactants, puisqu'il y a voilà, c'est vraiment orienté, taux de clic, hem, des images impactantes qui donnent envie, une diffusion automatique sur différents réseaux, et des sites hyper, optimisés techniquement, notamment sur mobile puisque Google Discover c'est du trafic, mobile et un maillage interne, boosté, donc qui va renvoyer vers les bonnes, ressources. Voilà, c'était la dernière slide. On a un petit peu débordé, mais on a eu le temps de tout parcourir. Prochain webinar sur, tout ce qui se passe après la publication, pour aller gagner des positions une fois notre contenu publié. Donc comment traquer et monitorer ses performances, comment optimiser ses contenus, comment, gagner des positions grâce aux autres leviers, puisque le contenu, c'est la base, c'est les fondations. Mais derrière, on peut aller, enfin, un contenu, sans les bonnes pratiques sur les autres piliers du SEO, sa visibilité va être vraiment pénalisée, donc ça va pas forcément suffire. Donc c'est le genre de c'est des choses qu'on verra lors d'un prochain webinar. Peut-être le dernier point donc, pour vous inviter, si vous souhaitez aller plus loin sur le SEO et avoir une vision sur l'avenir du contenu web et SEO, vous pouvez, avec un petit bouton normalement en bas de votre écran, télécharger un e-book, qu'on a réalisé sur la base des convictions de plus de 100 experts SEO, qu'on a interrogés sur le sujet. C'est aussi des éléments sur lesquels on s'est appuyé pour, réaliser notre série de webinars.
Et voilà, alors si on arrive à la partie questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, pour ceux qui sont encore là. Vu qu'on a un petit peu débordé, je vais, les balayer rapidement pour voir si je peux y répondre. Alors pour le sommaire, le mets-tu en haut de l'article? Si oui, mets-tu les H2 et les H3 ou seulement les H2 pour ne pas rallonger le sommaire? Effectivement, très bon point de mettre le sommaire soit au début des contenus, soit, encore mieux, vous pouvez aller voir l'exemple sur le site de Sénèque, sur la partie blog, sur le côté du contenu. Comme ça, en fait, le sommaire peut suivre la, la navigation. C'est-à-dire qu'une fois pendant qu'on scrolle, on ne perd pas de vue le sommaire et on peut même passer d'un H2 à un autre. Et effectivement, plutôt uniquement les H2 parce que sinon on va avoir un sommaire à rallonge et donc ça va pénaliser la lisibilité. Connaissez-vous des outils gratuits pour connaître les mots-clés les plus recherchés par les internautes en fonction de notre secteur d'activité? Gratuit, j'ai plus en tête là. Alors là, je vous invite, donc Julie, vraiment à aller, à vous référer à notre, webinaire sur la recherche de mots-clés. J'ai évoqué un certain nombre d'outils, dans ce webinaire, lesquels sont gratuits. Je les ai plus en tête parce que c'est vrai que nous on utilise, on utilise des outils payants, mais il y en a qui sont moins chers que d'autres, hein, heu, des Alloscan, des outils comme ça, voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre une licence, SEMrush ou, Ahref, il existe des outils quand même moins chers. Je ne sais pas s'ils seront gratuits, mais, il existe quand même des outils moins chers. Hop, Paternia, peux-tu développer? Alors Paternia, bon, bah, en gros, l'IA se base sur de l'existant, fait une moyenne de con enfin, l'IA a été entraînée avec des contenus existants, sur lesquels elle fait une moyenne pour sortir le mot suivant le plus probable et donc le mot suivant le plus probable, bah, il a tendance à revenir et donc c'est pour ça que quand si vous avez fait des tests avec, des ChatGPT ou d'autres outils, ou d'autres modèles, vous allez souvent avoir des mêmes structures de phrases. Voilà, tout le monde connaît, dans un monde, en perpétuelle évolution, dans le monde du marketing en perpétuelle évolution, et cetera. Voilà, c'est des choses, voilà, dès qu'on le voit, on voit tout de suite que c'est pas un humain qui l'a écrit, même si ça pourrait être écrit par un humain, de temps en temps, mais pas à chaque, paragraphe. Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des patterns comme ça qui sont très évidents, mais il y a aussi des patterns qui sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais qui existent. C'est pour ça que quand on scanne les contenus avec des scans IA, on arrive quand même à détecter, que les contenus ont été écrits par des IA. Pourquoi? Je me répète un peu, mais les IA écrivent toujours le mot suivant le plus probable dans un contexte donné et donc un humain peut aussi écrire le mot le plus probable, le mot suivant le plus probable, mais il va pas écrire le mot suivant le plus probable à chaque mot. Donc si, tout au long d'un contenu, c'est à chaque fois le mot suivant, le plus probable qui est écrit, donc parmi une dizaine de mots, il y a pas qu'un seul mot le plus probable, il y en a peut-être une dizaine. Mais si à chaque fois le mot suivant qui a été choisi fait partie de ce du top 10 des mots les plus probables statistiquement, et ben, c'est avoir une fois le mot le plus probable, c'est comme gagner au loto une fois, mais l'avoir, 1000 fois sur l'ensemble d'un contenu, c'est comme gagner au loto 1000 fois, donc c'est impossible. Donc ça veut dire qu'on a une bonne certitude, pour, dire que le contenu a été écrit par une IA et qu'en plus il va suivre des patterns, c'est-à-dire donc des structures qui sont toujours identiques ou des formulations qui sont toujours, qui sont propres à un modèle en particulier qui a été formé, enfin qui a été entraîné, sur un certain type de contenu. Il y a plusieurs outils, vous pourrez demander à Amazon de vous en recommander en fin de conférence. Il y a SEMrush qui est intéressant et il existe d'autres solutions également. Oui, effectivement, ça c'était, Bantou, merci pour la réponse. Bonjour, sur fiche produit, on m'a dit qu'il ne faut pas mettre de visuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Pas du tout, je vois pas du tout pourquoi on ne devrait pas mettre de visuel sur les fiches produits. Justement, avoir un visuel du produit, qui est unique, ça va renforcer, sa fiche produit.
à la fois en termes d'expérience utilisateur, internaute, et également en termes de contenu qui va être crawlé par les robots, voilà, c'est presque même indispensable d'avoir une photo de son produit, sur sa fiche produit. Peut-on modifier un article à l'infini? Quelle est la limite? Oui, on peut modifier un article à l'infini, effectivement. Il y a pas de limite. Par contre, il faut le faire de manière pertinente. Donc, ajouter des informations, mettre à jour des informations qui sont plus d'actualité, supprimer des parties qui sont pas qualitatives, voilà, répondre à davantage d'intentions de recherche, rajouter des informations plus actuelles, enrichir aussi avec, le champ sémantique s'il n'est pas suffisamment, utilisé dans le contenu. Donc pas de limite. Par contre, attention, si vous avez des contenus qui se positionnent déjà pas trop mal, imaginons que vous soyez en 8e position, voilà, le but c'est faut surtout pas, heu, supprimer l'ensemble du contenu pour en mettre un totalement nouveau. Faut vraiment optimiser le contenu existant puisque s'il est déjà en 8e position, c'est quand même qu'il y a des choses intéressantes dedans et donc il faut pas perdre ça. Faut vraiment que les moteurs de recherche identifient qu'on l'optimise dans le bon sens et qu'on fait pas des tests, enfin voilà, qu'on n'écrase pas toutes les 2 semaines, sur un contenu pour en mettre un nouveau. Voilà, faut aussi, laisser mûrir un peu ces contenus et identifier, ce qu'on peut ajouter, vraiment en plus et pas uniquement, en tout cas, voilà, pas de limite pour résumer. Bah, merci à tous. C'était donc la fin de webinar, et si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez nous faire un retour sur le webinar, on est preneur avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter dans un second temps, même si vous n'avez pas eu le temps, de poser votre question ici. Bonne journée à tous, à bientôt, merci. Au revoir.